Sa voix brisa le silence entre nous. Il y a quelque chose que je t'ai caché. Je levai les yeux du carnet posé sur mon genou, mon stylo reposé entre mes doigts. Il était assis en face, le dos courbé, les épaules rentrées vers l'intérieur, les paumes à plat sur ses cuisses, comme s'il cherchait constamment à se faire plus petit, à disparaître. Ses yeux, assombris par une fatigue que je connaissais bien, fixaient un point au sol que je ne voyais pas. Je ne dis rien tout de suite. L'expérience m'avait appris que certaines confidences naissaient dans un équilibre précaire et qu'un mot de trop pouvait tout faire s'effondrer. Cela faisait un peu plus d'1 an que j'étais son thérapeute. Dès la première séance, j'avais senti que sa douleur s'étendait bien au-delà des traumas habituels, comme un puits sans fond. Il l'avait dévoilée lentement, avec précaution, comme s'il doutait encore qu'elle mérite d'être partagée. Au fil du temps, j'avais compris que c'était un homme que la vie n'avait jamais laissé en paix. Il n'y avait pas d'explication logique à cette série de malheurs, c'était comme si le monde avait fait de lui un projet personnel à briser. Je me redressais légèrement dans mon fauteuil, prenant soin de ne pas troubler la fragilité de l'instant. Le soleil filtrait à travers la fenêtre, projetant une lumière pâle sur le tapis entre nous. Je joignis les mains et lui demandai, la voix basse, « Qu'est-ce que tu gardais pour toi ?» Il se tortilla sur sa chaise, ses doigts tapotant ses genoux avec nervosité. C'était évident, ce qu'il allait dire lui coûtait énormément, mais quelque chose avait changé, l'air semblait plus lourd, le moment portait un poids nouveau, presque palpable. « Je le vois depuis longtemps, dit-il. Mais je ne t'en ai jamais parlé, j'avais peur que tu penses que je perdais la tête. Je ne voulais pas que tu me prennes pour un fou. » Il y eut une courte pause. Je l'appelle Mr. Green, je restai silencieux et hochai doucement la tête, l'encourageant à continuer. Ce nom, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Jamais une mention, jamais une allusion à un quelconque être imaginaire ou harceleur. C'était nouveau, précis. Quelque chose dans l'atmosphère changea à cet instant. Le poids de ces mots donna forme à une présence que je ne pouvais pas ignorer. Il poursuivit, les yeux toujours fuyants. Ça a commencé la nuit où ma mère est morte. J'étais dans la salle d'attente avec mon père. Il inspira doucement sans lever le regard. Il y avait 2 distributeurs dans le couloir et une cabine téléphonique en face. On attendait qu'ils viennent nous dire ce qu'on savait déjà. Elle était inconsciente depuis plusieurs jours. Il s'interrompit pour gratter machinalement son avant-bras à travers la manche de sa veste. Quand l'infirmière est arrivée pour nous l'annoncer, j'ai rien dit. J'ai pas pleuré, elle m'a juste serré l'épaule avant de repartir. Mon père m'a dit de rester là pendant qu'il réglait les papiers. Il m'a dit que tout irait bien. Il déglutit. Je suis sorti. J'arrivais plus à respirer. Je suis passé par la sortie de secours. Il y avait un banc en métal près du parking des ambulances. Et, c'est là que je l'ai vu. Sa voix se brisa légèrement. Je me penchai en avant. Il y avait une clôture au fond du parking. Derrière, c'était la forêt, mais un projecteur éclairait le hangar à outils du centre hospitalier. Il clignotait, vous savez, pas complètement éteint, juste vacillant, comme si la lumière hésitait. Il marqua un temps, il était là, juste hors de portée de la lumière. Son visage se figea, son ton changea. Je pensais que c'était un agent de sécurité ou un employé. Mais il n'avait pas de badge, juste une combinaison blanche, presque douce comme du tissu polaire. Les manches lui descendaient jusqu'aux genoux. Ses épaules étaient tombantes, mais penchées en avant, comme si sa colonne vertébrale tirait vers l'intérieur. Il fit un geste lent vers sa bouche, dessinant une forme invisible. Il avait un sourire, pas un sourire normal, un sourire taillé dans la peau. Les coins de sa bouche montaient jusqu'à ses joues, comme s'il avait souri si longtemps que son visage avait abandonné toute autre expression. Il baissa les yeux. J'ai détourné le regard un instant, pour essuyer mes yeux ou reprendre mes esprits. Et quand j'ai relevé la tête, il avait disparu. Il me regarda enfin dans les yeux. Un homme étrange, c'est tout. Mais je l'ai revu, après la mort de mon père. Puis, 10 ans plus tard, après que j'ai perdu ma bourse à la fac, il raconta les détails, l'administration, l'erreur de dossier improbable, le sentiment d'injustice. Puis, une nuit sans sommeil, regardant par la fenêtre de sa chambre universitaire, il était là, debout au milieu du parc,
éclairé par la lune. Pareil qu'avant, immobile, il me regardait, il baissa la voix, il revient toujours quand tout s'écroule. Vol, licenciement, rupture, nuit dans sa voiture. À chaque fois Mr. Green réapparaissait, et toujours un peu plus près, jusqu'au couloir de son appartement, jusqu'à la chambre. Je voulus dire quelque chose, mais il me devança. Je peux pas continuer. Faut que je te dise tout avant que je perde courage. Il plongea la main dans la poche de sa veste et sortit son téléphone. J'ai filmé la nuit dernière. Pour toi, il lança la vidéo. Une pièce sombre, des bruits de respiration, un plan flou d'une porte entr'ouverte. Rien d'évident à l'écran. Il est là tous les soirs. Il n'apparaît pas sur la vidéo. Mais je te jure, je le vois. Ses yeux suppliaient, pas pour qu'on le croie, mais pour être entendu, pour ne pas être seul. Je tentais une hypothèse, et si Mr. Green était une projection, un produit de ta douleur, de ton isolement, une forme que ton esprit a donnée à ton chagrin, il secoua la tête. J'ai pris des antipsychotiques. J'ai vu des neurologues, des psychiatres, j'ai été interné. Rien ne le touche, il reste. Sa voix devenait tremblante. Puis, il demanda, « Tu peux venir ce soir, juste pour pas être seul. » Ma formation me criait de refuser. Mais quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, m'empêcha de dire non. J'acceptais. Son immeuble se trouvait coincé entre une laverie à l'abandon et un bureau de change dont la devanture avait perdu la moitié de ses lettres. Le soleil disparaissait lentement derrière les toits, projetant des traînées rougeâtres sur les trottoirs fissurés. Je sonnai à son interphone. La porte s'ouvrit immédiatement, avant même que je puisse retirer mon doigt du bouton. « Entre », dit-il en se décalant sur le côté. L'appartement était petit. Une odeur de poussière et de papier usé flottait dans l'air. Les stores étaient à moitié baissés, projetant des ombres hachées sur un tapis élimé et un canapé affaissé. Des piles de livres occupaient le sol, certaines presque jusqu'à la taille. Il m'indiqua la table de la cuisine où nous nous installâmes. Il avait déjà préparé du thé, mais ses gestes trahissaient le fait qu'il n'était pas habitué à recevoir. 2 tasses dépareillées, de l'eau tiède, un sachet infusé à moitié. Pendant un long moment, nous bûmes en silence. Puis, peut-être par une étrange contagion de sa vulnérabilité, je me surpris à parler de moi. J'ai déménagé récemment. Après le divorce. L'appartement est calme, comme je le voulais. Mais le silence devient trop grand. Les repas sonnent faux. Et je tends encore la main le matin vers l'endroit où elle dormait. Il releva la tête, surpris. J'avais jamais pensé que tu pouvais avoir des trucs, toi aussi. Je t'imaginais rentrer chez toi et être bien. Nous rîmes doucement, presque honteusement. Il se pencha légèrement vers moi. Tu sais, parfois je me sens coupable. Je m'assois ici, je déverse tout sur toi, mais je t'ai jamais demandé comment toi tu allais. Tu n'es pas censé le faire, dis-je en souriant. Le silence qui suivit était paisible cette fois. Complice, le thé fut terminé peu après que la lumière du jour eut complètement disparu. L'orange des stores avait viré au bleu-gris, puis s'était évaporé. Il se leva, m'invitant d'un signe de tête à le suivre vers la chambre. La pièce était sobre. Un matelas bas coincé dans un coin, une vieille table de nuit éraflée et un couteau à éplucher posé dessus. Je le regardais. Il sortait un oreiller supplémentaire du placard et le posait au pied du lit, comme s'il avait déjà prévu que je prendrais le fauteuil dans l'angle. « Tu dors toujours avec ce couteau-là » demandai-je en désignant l'objet. Il me jeta un regard neutre. « Je m'en sers pas, c'est juste pour dormir un peu mieux. Au cas où il ferait quelque chose. » Il n'était pas sur la défensive, mais son ton indiquait clairement que le sujet était clos. Je m'installai dans le fauteuil, sans discuter. Les gens gardent toutes sortes d'objets près de leur lit, des lampes de poche, des croix, des battes de baseball. Une forme d'assurance. Mais malgré moi, un frisson d'inconfort me traversa. Il tamisa la lumière et s'assit au bord du lit. Le silence s'installa. On entendait à peine les voitures dehors. Cela faisait presque 15 minutes quand il chuchota, « Il est proche. »
Je le sens. Il fixait le mur du fond. Ses épaules se recroquevillaient à nouveau. Ses mains s'agrippaient au matelas. Je ne savais pas quoi dire. Mr. Green ne viendrait pas. J'en étais sûr, ce n'était qu'un symbole, une métaphore. Mais alors il parla à nouveau. Mes pensées, elles tournent en boucle quand il est là. Elles deviennent illogiques, comme si je me noyais dedans. Il décrivait la dépression, la spirale. Un poids tomba sur mes épaules. Une pression muette s'installa dans ma poitrine. Pas une chaleur, non, une humidité glacée. Mes bras se hérissèrent, je me frottais la nuque pour chasser la sensation, mais elle ne fit que s'intensifier. Et c'est là que cela arriva. Il n'y eut pas de bruit, pas de pas, rien, mais dans un coin de la pièce, la lumière sembla vaciller, pas s'éteindre, plutôt se distordre, comme si la pièce pliait subtilement autour d'un point précis. Et il apparut, il sortit de l'ombre, simplement, sans introduction, comme s'il avait toujours été là. Mr. Green. Il était grand, trop grand. Son dos était recourbé à un angle presque grotesque, et son cou tendu vers l'avant forçait son menton à reposer presque sur sa poitrine. Sa peau avait une teinte cireuse, mais sans brillance. Tirée, figée, comme une cire funéraire. Sa bouche ne s'ouvrait pas, mais son sourire, lui, semblait creuser jusqu'aux extrémités de son visage. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Ses yeux, Dieu, ses yeux ne lui appartenaient pas. Opalescents, opaques, et pourtant une pupille minuscule enfouie au centre. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps s'était figé. Mon esprit s'était éparpillé. Je savais, il était réel. Le souffle de mon patient devenait saccadé. Le lit grinçait sous ses mouvements. Il tendit une main tremblante vers la table de nuit. « Je peux pas » murmura-t-il. « Je peux pas » Ses doigts saisirent le couteau. Il le tenait bas, la lame vers le sol, incertain. Son autre main s'agrippait à sa cuisse, ses muscles tressautant alors qu'il tentait de lever le couteau. Et Mr. Green s'approcha. D'un geste lent, il tendit le bras. Sa main immense, tordue, se referma autour du poignet de mon patient. Pas de violence. Il ne tira pas. Il guida. Mon patient émit un souffle étranglé, son bras résistant, mais avançant quand même. Le couteau monta vers son poignet. Non, non, balbutia-t-il. Mr. Green inclina la tête, comme fasciné, mémorisant chaque pli de son visage. Et puis, la lame trancha. Doucement, régulièrement. Comme si elle connaissait déjà le chemin. Mon patient hoqueta. Un son humide, désespéré. Je ne pouvais toujours pas bouger. Mes jambes étaient comme noyées dans du béton. Du sang gicla tachetant les draps. Puis coula. En rivière épaisse, ses yeux roulèrent vers le haut. Sa bouche s'ouvrit, sans émettre plus qu'un gargouillis. Le couteau tremblait dans sa main. Mr. Green, lui, ne bougea pas. Sa main lâcha lentement. Il recula, et en un instant, il disparut. Comme s'il n'avait jamais été là. Je bondis du fauteuil. Il bascula en arrière dans un fracas sec. Mes genoux faillirent céder, mais je me précipitai vers le lit. Mon patient s'était affaissé en avant, le menton vers la poitrine. Le sol sous lui était rouge. Brillant, je tombai à genoux. Sa main serrait encore le manche du couteau. « Tiens bon » dis-je, la voix brisée. « S'il te plaît, reste avec moi. » Je voulus presser la plaie, mais une sirène hurlait dans ma tête. Mes pensées se bousculaient. Je fixais la scène. Le couteau, le sang. Je me levai, reculai vers la porte, utilisai ma manche pour tourner la poignée sans laisser de traces. Je jetai un dernier regard. Il était immobile, ses doigts toujours crispés sur le manche. Et puis, je courus. Le lendemain, je ne rentrai pas chez moi. Je passai la nuit dans ma voiture, garée à plusieurs kilomètres de là, sur un parking désert derrière une boutique d'antiquités fermée depuis des années. Les vitres entr'ouvertes, le moteur coupé, je restais là, figé dans le silence, à fixer l'obscurité comme si elle pouvait m'avaler. Quand la nuit retomba, je pris des routes que je n'avais pas empruntées depuis l'adolescence, des avenues secondaires, des bretelles de sortie oubliées, espérant échapper à tout ce qui me liait à la veille. À lui,
Ce n'est que bien après minuit que je franchis le seuil de mon appartement. Tout me parut froid, détaché, étranger. Je n'allumai pas la lumière. Je n'ouvris pas mon téléphone. Je savais que tôt ou tard la nouvelle y apparaîtrait. Je verrais son nom, sa photo, et les mots suicide ou pire, enquête. Je ne voulais pas lire ce récit que je connaissais déjà. Je ne voulais pas affronter la version qu'on en ferait. Je répétais, encore et encore, que ce n'était pas ma faute, que je n'aurais rien pu faire. Mais ces mots flottaient sans accroche dans mon esprit. Ils ne touchaient rien, ne réparaient rien. 3 jours passèrent. Je ne répondais plus aux appels. Je ne dormais presque pas. Un matin, je me levais, les yeux brûlés par le manque de sommeil, et me préparais un café noir. Il n'y avait plus de sucre. La crème avait tourné. Je touillais la tasse sans y penser, mon corps agissant mécaniquement. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, persistante, tombait avant l'aube. Par la fenêtre de la cuisine, je vis un homme, debout près de l'arrêt de bus en face, à moitié dissimulé par le tronc d'un arbre. Immobile, il faisait face à la fenêtre. À moi, il portait une combinaison blanche. Ses épaules, tombantes, et ce sourire, large, fendu, anormal. Je restais figé une minute entière, sans respirer. Puis je refermai les stores. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je laissais toutes les lumières allumées. Je restais assis sur mon lit, l'ordinateur ouvert, naviguant sans but sur Internet, cherchant quelque chose, une explication, une fuite. Je tombais sur des forums, des recoins numériques sombres, habités par des récits similaires. Des termes comme contamination psychique, écho d'hallucination, traumatisme transféré revenaient souvent. Un message parlait d'une femme convaincue que les visions de son mari décédé l'avaient suivie après sa mort. Je contactais des médiums, payais $200 à une femme qui brûla des herbes dans mon salon. Elle parla de énergie à Mincy et laissa un sachet de sel sous la fenêtre. Rien ne changea. Je consultai un prêtre. Je lui dis que je venais pour un ami. Il me donna une petite croix d'argent et me demanda si j'avais confessé mes péchés. Je le remerciai. Je partis. Mon assistante cessa d'appeler après le 4e rendez-vous manqué. Je savais que je ne retournerais pas à la clinique. Je n'avais plus rien à dire à mes patients. Je ne croyais plus en la guérison. Pas comme avant. Un mail finit par arriver. Mon licence professionnelle était suspendue. Mes patients avaient été réaffectés. Je fermai l'ordinateur et le glissai sous le lit. Cette nuit-là, je m'assis dans le couloir, dans le noir, à fixer l'espace près de la porte de la salle de bain. Je savais qu'il était là. Je sentais l'air changer. Le lendemain matin, 2 policiers vinrent frapper. L'un, jeune, timide, avec un carnet en main. L'autre plus âgé, le regard lourd d'années de scènes qu'on ne désapprend jamais. Je les laissai entrer. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Nous nous assîmes dans le salon. Je n'avais pas nettoyé depuis plusieurs jours. Des lettres ouvertes jonchaient la table. Un verre vide, poussiéreux, y trônait comme une relique abandonnée. « On est désolé de venir vous voir », dit le plus jeune. « On cherche juste à comprendre un peu mieux ce qu'il traversait. Votre nom est l'un des seuls qui soit revenu. » Ces mots me blessèrent plus que je ne l'aurais cru. Je hochai lentement la tête, fixant un point au sol pour ne pas croiser leurs regards. Il était difficile à atteindre, mais il progressait. Il portait beaucoup, des pertes, une solitude ancienne. Il les cachait. Je mentis. Il m'a dit à la fin de notre dernière séance que ce serait la dernière. J'étais presque fier de lui. J'ai cru qu'il avait bouclé son travail. Alors, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été choqué. Je mentis encore. L'agent prit quelques notes. Oui, il a laissé quelques enregistrements, ajouta-t-il. Rien de direct sur vous, mais il parle d'un homme, quelqu'un qui l'aidait, qui lui parlait. Je sentis mon estomac se tordre. J'aurais voulu le voir venir, soufflai-je. Encore un mensonge. Ils ne me poussèrent pas davantage. Ils remercièrent, se levèrent. Le plus âgé s'arrêta sur le seuil. Ces choses-là, elles laissent une trace. Vous devriez peut-être parler à quelqu'un. Je lui offris un sourire vide. Je vais y penser. Cette nuit-là, je tentais de dormir sur le canapé, pensant que changer de pièce m'aiderait. Je laissais la lumière du couloir allumée. Je fermai les yeux, et quand je les rouvris, il était là.
dans un coin de la pièce, à moitié dissimulé par le rideau. Son sourire découpait l'obscurité. Je me recroquevillais sur moi-même, le drap remonté jusqu'au menton, comme un enfant face à l'ombre dans le placard. Mes yeux me brûlaient, mais je refusais de cligner. Je pensais à mon ex-femme, à ma vie d'avant. Il resta là, jusqu'à l'aube. Même après sa disparition, je sentais son empreinte. Le lendemain, je pris rendez-vous. Sans réfléchir, je cliquais sur le premier nom venu. Je réservais l'heure la plus proche. Je voulais entendre une voix que je ne connaissais pas par cœur. Elle m'accueillit dans un bureau modeste du centre-ville, probablement un ancien cabinet dentaire, réaménagé. Je la jugeais jeune, la trentaine à peine. Je m'assis et je racontais tout. Le divorce, le mensonge de la guérison, les nuits sans sommeil. Et finalement, ce que j'avais enfoui jusqu'ici. Elle prit peu de notes, elle écouta, et quand je n'eus plus d'échappatoire, je la regardai droit dans les yeux et murmurai « Il y a quelque chose que je vous ai caché ». Son stylo s'arrêta net. Avant que je ne change d'avis, je poursuivis « Il s'appelle Mr. Green ». Je lui parlais de lui, de tout. Et enfin, vous accepteriez de venir chez moi, juste pour une nuit. Il va apparaître ce soir, et je ne veux pas être seul. Ma voix était vide. Toute émotion en avait été consumée. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts effleurèrent son stylo. Son front se plissa. Elle pesait chaque mot qu'elle ne disait pas. Elle connaissait la limite que je venais de franchir. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais alors, son visage s'adoucit, et elle acquiesça d'un simple hochement de tête. « D'accord, dit-elle, mais juste pour quelques heures.